Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international. Au 200e jour de guerre menée par l'entité sioniste contre Gaza, le monde constate avec amertume l'énormité des dégâts causés par la horde sioniste sur des civils sans défense. En plus des pertes en vies humaines qui dépassent les 34 000 martyrs, des charniers et des fosses communes ont été découverts à Khan Younes et plus précisément dans l'enceinte de l'hôpital Al-Nasr. Au moins 120 corps ont été retrouvés. Pour l'instant, ces horreurs ne sont que le début d'une série de découvertes qui s'annoncent aussi macabres que cette armée dite la plus morale. Une armée qui torture en plus de tuer. La fameuse affaire, nous allons y revenir ce soir également. Souvenez-vous de ce soldat binational qui se réjouissait en proférant les pires injures à l'encontre de détenus palestiniens, mains ligotées et les yeux bandés avec des traces de torture sur leur corps. Eh bien, l'affaire n'est pas passée sous silence. Une plainte vient d'être instruite ou a été instruite contre X auprès du procureur de la République française pour torture et crimes de guerre par Maître Gilles Devers. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités. François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Monsieur François Deroche, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Et Abdelhak Maki est avec nous donc depuis Oran par téléphone. Vous êtes expert en questions politiques et internationales. Monsieur Abdelhak Maki, bonsoir. Merci de prendre part à notre débat. Bonsoir, merci pour vous et merci pour votre invité également et vos spectateurs. Alors pour commencer avec vous, Abdelhak Maki, 200 jours, donc plus de 6 mois de guerre criminelle contre Gaza. Quel constat peut-on faire aujourd'hui? Écoutez, 200 jours, mais plein de sursaut sur le plan stratégique proprement dit, c'est-à-dire que ces 200 jours, ce ne sont pas des jours de guerre simplement, mais aussi de bouleversement stratégique sur le terrain et à la fois sur le plan international. Et donc nous assistons à une situation pratiquement de permanence de guerre, puisque 200 jours, c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de sursauts politiques à la fois et juridiques, etc. Et donc nous sommes dans une situation d'une guerre qui a déjà prononcé sa continuité en fin de compte. Aujourd'hui, il apparaît en tous les cas 200 jours après que nous n'étions pas, si vous voulez, au 7 octobre, beaucoup, si vous vous rappelez, avaient parlé d'une guerre asymétrique, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est un équilibre stratégique qui se produit entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas n'est pas vaincu, Israël n'est pas arrivé à ses objectifs, et donc elle est confrontée à une situation de guerre qu'elle ne maîtrise plus, et que finalement, elle est en même temps dans une situation un peu plus compliquée sur la question des droits de l'homme et sur la question juridique, etc. Et que vraisemblablement, l'issue de cette guerre serait assez longue parce qu'elle serait en même temps juridique du point de vue de la Cour internationale de justice qui, on le voit de plus en plus avec la dernière plainte, enfin en tous les cas saisine de la Cour internationale de justice par le Nicaragua qui accuse les États-Unis de complicité de génocide, etc., etc. Et donc on va avoir des soubresauts comme ceci qui font qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde est acquis sur la question des violations des droits de l'homme, d'une part, des violations du droit de la guerre, du violation du droit international public, et puis en même temps, il y a toute l'action diplomatique qu'on a vue à l'intérieur du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une situation de ces 200 jours
une situation qui amène des États, dont l'Algérie, à proposer des solutions et surtout de réclamer un cessez-le-feu immédiat et définitif. Et donc, s'il y a un cessez-le-feu immédiat et définitif tel que nous le concevons sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, ça veut dire que c'est l'échec d'Israël total. Et ça veut dire que c'est le Hamas qui est, en tous les cas, s'il n'est pas vainqueur politiquement, qu'il va gagner la bataille sur le plan politique, c'est-à-dire par une reconnaissance à la fois de l'État de Palestine et une reconnaissance, en tous les cas, que la population de Gaza, qui était sous l'autorité, en gestion, sous l'autorité du Hamas, elle va avoir ses compensations, en tous les cas, par la reconnaissance des violations des droits de l'homme et de crimes de génocide. Oui, très bien. Alors, ce qui nous renvoie un peu, François Deroche, lorsque on sait que depuis le 7 avril, c'est-à-dire le retrait des forces sionistes de la ville de Khan Younes, aujourd'hui, le constat est vraiment amer. On se retrouve avec des charniers, des fosses communes, des cadavres de Palestiniens qui ont été enterrés pêle-mêle. Alors, il serait plus de 120 000 et ça, ce n'est que une partie de l'hôpital Al-Nasr où a été découvert ces corps. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas en train de justement avoir la preuve évidente que effectivement il y a eu génocide à Gaza et plus précisément à Khan Younes et pas qu'à Khan Younes, il faut le dire. La découverte, bonjour à vous téléspectateurs. Oui. Donc, la découverte, si vous voulez, du charnier qu'on découvre jour après jour survient après que cette armée israélienne a retiré ses troupes de la ville le 7 avril. Et on a une grande partie de Khan Younes aujourd'hui qui est en ruine. Ce qu'on voit, les photos, les images de Khan Younes sont la preuve évidente du génocide. Une grande partie, si vous voulez, de cette ville, en grande partie, la totalité de cette ville a été complètement détruite. Et ces charniers sont des preuves évidentes du génocide et des crimes de guerre les plus impensables. Jamais on n'aurait cru qu'Israël était capable de faire ce qu'elle est en train de faire. Et malgré tout, c'est devant le monde entier. Et aujourd'hui, après ce siège de 2 semaines qui a duré, aujourd'hui, on est effaré par ce qu'on est en train de voir. On est pratiquement à 400 personnes qu'on a déterrées, des enfants, souvent avec des mains liées dans le dos. Et ça vient après quoi? Après que la Cour internationale de justice ait épinglé Israël sur la guerre de Gaza. Oui. Israël a été accusé, comme vous le savez, de crimes de guerre, de crimes de génocide par des Palestiniens et plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, qui a saisi en décembre dernier la Cour internationale de justice. Celle-ci a ordonné à Israël de prévenir et punir l'incitation au génocide. Alors, qu'est-ce qu'on a C'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que cette décision a poussé Israël à commettre, à faire et plus de génocide. Cette guerre, si vous voulez, qui dure depuis maintenant 6 mois, avec 34 000 Palestiniens, et je reste persuadé que le nombre est beaucoup plus important, elle laisse derrière elle l'horreur. On a des charniers qui sont la preuve d'exécution de masse de civils. Le témoignage aujourd'hui que nous avons des survivants de Khan Younes aujourd'hui confirme le génocide qui est actuellement en cours. Ce n'est pas la première fosse commune, c'est la deuxième grande fosse commune aujourd'hui. Oui, après celle de Shifa. Absolument. Oui. Et je suis sûr qu'on va découvrir d'autres charniers comme Al-Shifa, comme vous vous rappelez, et après un siège encore qui a duré 2 semaines, et puis après on a fait ça, on attaque des hôpitaux, on tue des civils, on tue les cadres, les médecins, les infirmiers,
les ambulanciers, c'est un signal fort qui est donné aux Palestiniens, leur dire que même si on n'arrive pas à vous tuer avec des bombes, si on n'arrive pas à vous tuer avec la famine, ben on ira vous tuer là où vous êtes en train de vous faire traiter ou soigner dans les hôpitaux. Ces assassinats systématiques de personnel médical, de journalistes, et aujourd'hui, vous rappelez-vous, il y a l'interdiction totale des journalistes étrangers de rentrer à Gaza, c'est pour que ce crime se fasse si vous voulez, ce crime, il est en train, je peux dire que ça suffit. Plusieurs sources aujourd'hui disent qu'on a 400 corps de médecins et d'infirmiers qui ont été tués à l'hôpital Shifa. Dans cette guerre, oui. Et puis, je voudrais quand même rappeler que tout le monde se souvient du massacre de Boutcha en Ukraine en 2022 et tout le monde a été scandalisé à juste titre. L'opinion mondiale a provoqué des sanctions unanimes contre la Russie. Les mêmes scènes, même pire, plus atroces encore, ont lieu quotidiennement à Gaza, mais comme les victimes sont des Arabes, sont des citoyens de seconde catégorie, et l'armée israélienne, les bourreaux, les propagandistes et ces pays étrangers, ces pays occidentaux, quelque part, sont complices de ce massacre qui se déroule devant nos yeux en Palestine. Alors, vous faites très bien de le dire parce que de toute façon, ces charniers découverts et ces fosses communes ont permis tout simplement de conforter certains doutes, en tous les cas, je ne sais pas s'ils étaient justifiés, ces doutes qu'il y a bel et bien un génocide à Gaza. Également pour ce qui concerne la torture. Alors, comme vous le disiez, ces cadavres ont été découverts, donc ils avaient les mains ligotées, ils avaient même peut-être les yeux bandés. C'est un petit peu une pratique très courante au sein de cette armée sioniste. Abdelhak Mekki, justement concernant la torture, il va y avoir donc, si vous voulez, une saisine, parce que de toute façon, il y a une pléiade d'avocats, à leur tête donc Maître Gilles Devers, qui vont déposer plainte contre torture, vu que, rappelez-vous, il y a eu quand même à un moment donné, une vidéo qui circulait, une vidéo qui est devenue virale d'un soi-disant soldat sioniste, soi-disant entre guillemets, parce que franchement, pour nous, ce sont tous des tortionnaires qui, justement, se félicitaient d'avoir fait subir des tortures à des détenus palestiniens, sans parler aussi du fait qu'ils proféraient certains injures. Alors, l'association ou l'ONG de M. François Deroche, avec bien sûr la collaboration de Maître Gilles Devers, ont décidé de déposer plainte contre torture. Donc le dossier est assez lourd voire accablant contre l'entité sioniste, Abdelhak Mekki. Oui, mais la plainte a été déposée auprès de la justice française. Oui, parce que c'est un binational. Juste pour préciser, donc parce que ça concernait un Français. C'est un binational, oui. Elle est déposée auprès du tribunal d'instance, je crois, de Paris. Mais la question qui se révèle de plus en plus avec le temps, c'est que le procureur de la Cour pénale internationale, qui a fait pendant longtemps une sourde oreille, et même qui cachait un peu ses yeux pour ne pas en parler, a été forcé d'entrer dans une enquête concernant justement la violation des droits des crimes contre l'humanité, d'utilisation de la torture, etc. Et selon même les dires de monsieur Gilles Devers, effectivement, il y a toute son équipe d'assistants qui est en train de mener des enquêtes sur le terrain et par rapport aux rapports qui sont établis par à la fois les Nations Unies et les organisations internationales. Là, c'est-à-dire qu'on sent une ouverture qui s'est faite sur le plan juridique de façon, parce que il faut le dire, jusqu'à maintenant,
rien ne permet de condamner Israël, si vous voulez. Oui. Mais il va falloir que les enquêtes et puis les débats au sein des tribunaux soient menés de façon à ce qu'il y ait une preuve intangible, etc., sur ces questions-là. Donc, la Cour internationale, comme a signalé l'intervenant, si elle s'est emparée de la question du génocide, elle n'a pas reconnu totalement le génocide. C'est-à-dire que, en fait, elle doit absolument en débattre et avoir les preuves au fur et à mesure. Ce qui également, en ce qui concerne le crime contre l'humanité et le crime de guerre, parce qu'il y a des crimes de guerre quand il y a torture. Et donc, de ce fait, on va avoir une situation qui va se poursuivre pendant plusieurs mois, ou voire même plusieurs années, pour arriver à une condamnation. Mais ce dont il faut tenir compte aujourd'hui d'une manière incroyable, c'est la modification d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que nous avions au départ un Hamas qui a subrepticement bombardé Israël, et qui, le 7 octobre, et qui, on parlait, d'une situation qui va être réglée, etc., à une guerre qui se poursuit, mais surtout à une guerre qui a des conséquences graves à la fois sur les soutiens d'Israël, où on voit de nombreux pays comme le Canada, en dehors de ceux qui soutenaient comme l'Irlande et la Belgique, etc., et l'Espagne, les Palestiniens, on voit aujourd'hui un renversement de situation internationale et que les États-Unis, qui sont le soutien indéfectible, et la Grande-Bretagne et la France, reculent sur cette question des droits de l'homme. Est arrivé en plus quelque chose qui a bouleversé complètement la donnée stratégique et qui va avoir un impact profond sur les Israéliens, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre d'un État contre un État. C'est-à-dire, c'est que deux territoires qui s'occupent de régler leurs problèmes, que sont l'Iran et Israël, puisqu'il y a eu quand même 301 fusils et drones qui ont été jetés sur Israël, et qu'on s'attend à des ripostes, et que les alliés disent non, mais il faut de la retenue, etc., etc., alors qu'ils n'ont jamais voulu condamner l'attaque israélienne en Syrie contre une mission diplomatique qui est considérée comme un territoire iranien, même s'il se trouvait en Syrie. Et donc là, nous allons avoir vraiment une situation à la fois de crise stratégique, dans la mesure où on voit qu'il y a une inflammation subite de la région, puisque avec l'Iran sont entrés les Houthis et les Hezbollah, etc., avec des fusées également contre Israël, et qu'on assiste à une situation où les pays, même comme la Turquie, ont réagi violemment, et que d'autres pays réagissent également. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, s'il n'est pas parce que ça, il faut qu'il y ait des conclusions, en tous les cas. Si les pays arabes ne sont pas aujourd'hui appelés à aller reconnaître l'État palestinien, et que de ce fait, il serait compliqué s'il y a un État palestinien reconnu par les 21 pays membres de la Ligue arabe, et puis plus les pays qui attendent qu'il y ait une reconnaissance, comme on l'a demandé, qu'au lieu de la demander simplement aux Nations Unies, et que les Nations Unies le reconnaissent, on aurait une situation juridique nouvelle, c'est-à-dire d'une agression d'un État contre un État. Oui. Et jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. Et c'est ça. Et la difficulté du droit, c'est qu'il n'arrive pas à dire, voilà, Israël est en train de violer la souveraineté d'un État, d'un autre État. Et là, on a donc une nouvelle donnée stratégique également à mener sur le plan international, c'est-à-dire que les États qui soutiennent Israël aujourd'hui, comme on l'a vu par exemple pour le Canada qui s'est retiré les dernières mois, on risque d'arriver à une situation de reconnaissance de l'État palestinien et d'une autre négociation, parce qu'à ce moment-là, la négociation serait entre deux États
équivalence juridique, si je puis dire. Très bien, M. Abdelhak Maki, pour ces explications et cet éclairage. C'est très important justement de le savoir, ce qui explique quelque part aussi le refus ou le vote, en tous les cas, ou le veto utilisé par les États-Unis auprès des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Alors, François Deroche, j'aimerais un petit peu qu'on revienne sur cette plainte justement qui est assez importante, puisque de toute façon, comme le disait Abdelhak Maki, il faut fournir des preuves qu'il y a eu réellement génocide, parce que vous savez ce qui s'est passé avec la CPI, que la reconnaissance même de génocide, il lui fallait donc des preuves. Je crois que les arguments sont là. Il y a des charniers, il y a des fosses communes, il y a des cadavres qui sont découverts. Il y a aussi des faits avérés de torture. Votre association ou votre ONG, justement, Justice et Droits sans frontières, compte également emboîter le pas à la plainte qui a été déposée donc par Gilles Devers, derrière lui beaucoup d'autres avocats concernant le fait de torture, et qui consiste justement à ouvrir la poursuite des 4800 Français qui sont partis combattre en Israël et qui reviennent donc tranquillement en France, ce qui relance un petit peu le débat des binationaux cette vidéo qui est devenue virale était également celle d'un Français, qui est de double nationalité. Comment faut-il expliquer tout ça? Est-ce que c'est important aujourd'hui que les auteurs de ces crimes soient ou payent de leurs crimes? Je voudrais tout simplement apporter une petite précision. Votre invité a dit tout à l'heure, rien ne permet de condamner Israël. Tout permet de condamner Israël. Il faut rectifier cela parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, toutes les images, toutes les vidéos, toutes les photos, tout ce qu'on découvre aujourd'hui chaque jour après jour, heure après heure, permet de condamner Israël. Donc on a toutes les preuves. Aujourd'hui, bien sûr, il faut avoir la force probante devant les tribunaux, mais là, on pourra le faire. Bien sûr, Gilles Devers, c'est notre avocat, l'avocat de notre association, et c'est lui qui a mené cette affaire devant le procureur. Nous avons bien sûr, nous avons énormément d'espoir et on se constituera partie civile si c'est nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, on a des preuves flagrantes de génocide, de torture, d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Maintenant, à la justice de s'en charger. Et ce n'est pas parce que le procureur de la Cour pénale internationale n'a pas réagi, il est dans sa torpeur. Je ne sais pas à quel jeu il joue, ce procureur général de la Cour pénale internationale. Il faut absolument qu'il fasse la même chose qu'il a fait pour l'agression russe en Ukraine. Il faut qu'il délivre des mandats d'arrêt, comme il a voulu le faire il y a 3-4 jours contre Benjamin Netanyahou. Mais aujourd'hui, il y a un proverbe qui dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Effectivement, si on ne veut pas voir tout ce qui se passe, c'est que maintenant nous allons franchir une étape extrêmement dangereuse pour la stabilité mondiale. Il faut que tous les criminels soient traduits, soient punis, comme on a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont été chassés un après l'autre, et ils ont été tous jugés, et tous les États qui ont aidé le régime nazi ont été punis et payent jusqu'à maintenant, jusqu'à pratiquement 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale. On est encore en train de condamner, on continue à condamner ceux qui ont commis des crimes nazis. Et je suis désolé, je vais être assez direct, ce qui se passe, les nazis ne peuvent rien envier à l'armée israélienne. Ce qui se passe est nazi actuellement. Ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde qui est totalement, on attaque des civils, on attaque des femmes, des enfants. On a vu des enfants qui étaient les yeux bandés, les mains au dos attachées, et qui ont été dans ces charnières, dans ces fosses communes. Ça, c'est inacceptable. Où est l'humanité? Où est le droit international? Donc il faut absolument que ce droit international puisse ce crime ne peut pas rester impuni. Si vous voulez, il faut absolument qu'on puisse juger pour pouvoir apporter une certaine sérénité à nos enfants, à nos petits-enfants, leur dire que celui qui commettra un crime sera de toute façon, tôt ou tard,
pourchassés et traduits devant les tribunaux. Merci beaucoup, Monsieur François Deroche, pour ce message très positif. En tous les cas, c'est la meilleure des choses qu'on puisse souhaiter aux Palestiniens, cette satisfaction, ceux qui ont perdu leur famille, leur maison et leur pays, parce que de toute façon, il reste pas, Gaza est en ruine, que ce soit Gaza au sud ou au nord. Je vous remercie donc nos deux invités aujourd'hui, François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières, qui était avec nous depuis Paris en direct, et Abdelhak Mekki, expert en questions politiques internationales. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.